le micro HF? Un, deux. On m'entend là? Bon bah merci à tout le monde d'être venu. La dernière fois qu'on était aussi nombreux ici avec la fanfare et ici à la Bourse du Travail, c'était le 23 février. Et on était sortis en se disant, bah tiens, si le 31 on rentrait pas chez nous après la manif, on restait sur une place et on l'occupait. Et là, ça fait 22 jours qu'on l'occupe cette place. Donc voilà, ça fait plaisir de vous revoir encore aussi. Donc voilà, ça fait 22 jours qu'on est sur la place de la République, on a tout fait pour y aller sur cette place, et avec plusieurs commissions, donc je suis dans la commission Convergence des luttes, il y a d'autres camarades qui sont là, la commission Action, la commission Accueil et Sérénité, et d'autres, et aussi à l'initiative de Fakir. On s'est dit voilà, c'était le moment de se prendre un moment, de se prendre un endroit pour réfléchir un peu à notre stratégie, quoi. On a occupé la place de la République et après, qu'est-ce qu'on fait? Donc ce débat, cette réflexion est à l'initiative de Fakir et de différentes commissions. Comme toujours avec la Nuit debout, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc il y a eu pas mal de personnes qui n'ont pas pu rentrer. On a un enregistrement donc, qui sera diffusé sur Internet et une transmission en direct là sur la place de la République pour ceux qui n'ont pas pu venir. Okay. Et donc voilà, donc on a fait ce format-là parce qu'on pensait qu'il n'y avait pas que le format des assemblées générales, il y avait aussi voilà, cette possibilité-là. Donc voilà, merci. Alors moi je vais juste dire trois trucs très triviaux. Les toilettes des filles c'est à droite et les toilettes des garçons c'est à gauche. Voilà. L'autre truc que je tiens, moi je suis gardienne du temps. À 22h, il faut qu'on ait dégagé. Donc je vous pousserai vers la sortie à la fin. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je laisse un peu la parole à François. Quoi? Ah oui, la réservation de la salle. Alors je tiens à remercier Enfin, si on a cette salle, on est quand même dans une salle assez... On est quand même dans une salle assez... Oui, j'essaye d'articuler, je t'ai entendu, du coup je fais un effort. Mais c'est vrai, c'est vrai. Donc on est dans une salle qui est quand même remplie d'histoire, et c'est grâce aux syndicats, et notamment au SNJ CGT, qui est assez sympa pour nous... Et donc merci à Nadia de réserver la salle à chaque fois que je lui demande, et c'est vraiment très gentil. Et à l'UDCGT qui accepte, parce que ça passe aussi par l'UDCGT Paris, qui accepte qu'on l'occupe. Voilà. Donc je vais dire pourquoi on a pris cette initiative. Depuis 3 semaines, je pense qu'on vit des choses assez émouvantes. Alors chacun a ses images ou ses voix. Moi, je suis passé hier matin, par exemple, place de la République, et il n'y avait rien du tout. Et de repasser le soir et de voir que tout est à nouveau remonté, on a l'impression que c'est comme un espèce de sphinx qui renaît tous les soirs de ses cendres, donc c'est assez émouvant. Ouais, j'ai des images comme ça de temps en temps. Comme on a le buste de Jaurès, hier, je vais avoir une autre image. Hier, par exemple, il y avait la sono qui était en panne. Et ben, du coup, les gens, ils ont fait ce qui se passait du temps de Jaurès, c'est-à-dire que comme il y avait trop de monde, on crie le discours, il y a des crieurs de discours, et on se crie le discours de l'un à l'autre, donc c'est aussi émouvant. J'ai croisé hier un jeune black à casquette qui m'a dit qu'il avait amené une nana pour la première fois à la Nuit debout, et ça avait super bien marché pour lui, quoi. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui produit ces AG, ces rencontres, ces discussions, ça produit de la maturation politique. On ne sait pas exactement ce qui germera dans combien de consciences, on ne sait pas exactement non plus dans quelle mesure ça nous transforme nous-mêmes. Je pense que par ailleurs, il y a un autre apport, c'est que avec cette Nuit debout, on respire un peu mieux. Il se passe, je voyais Todd ce matin, il se passe enfin quelque chose, quoi. Donc voilà. Alors, je pense qu'on a été tellement pris par le succès du 31 mars que pour nous c'était une espèce de miracle que sous la pluie
les gens restent, que ça revienne. Vous savez qu'on est quand même habitué à l'échec. Et donc, bah oui, non, mais c'est ça. Être de gauche, c'est accepter l'échec et se remettre sur le cheval et remonter sur le cheval, quoi. Bon. Et donc, on a été surpris que ça marche. Et du fait qu'on était surpris que ça marche, on n'avait pas pensé l'étape d'après, je dirais. Quelque part, ça a peut-être aussi éteint un peu notre sens critique et notre sens stratégique. Je m'explique. Moi, je pense qu'il faut toujours des plans de bataille. Quand je me combats LVMH dans mon film, j'ai un plan de bataille. Si j'ai pas de plan de bataille, je perds. Quand je sors Merci Patron face quand même à ce qui risque d'être, je veux dire, c'est un réalisateur inconnu qui sort un film sur des gens du Nord qui sont dans le chômage, c'est pas gagné d'avance, donc il faut un plan de bataille. Pour monter Nuit debout entre le 23 février et le 31 mars, il y a eu un plan de bataille. Et je pense que la question, moi je me balade sur la place et je demande, mais qu'est-ce qui est prévu pendant 15 jours, qu'est-ce qui est prévu pendant 3 semaines, qu'est-ce que c'est l'étape d'après? Et là, j'ai rien. C'est-à-dire que il y a à la fois du jour le jour, c'est-à-dire, et c'est un énorme travail de plein de commissions, de plein de bénévoles, que de remonter les stands, que de tenir la sécurité, l'infirmerie, la restauration, la logistique et tout ça. Et en même temps, on est dans à la fois le jour et on a un calendrier pour l'an 2072 quand on aura changé la Constitution. Et c'est très bien de voir loin, mais il y a peut-être quelque chose entre les deux, quoi. Et donc l'idée, c'est de se dire, bah, maintenant, avec les intervenants, il va y avoir une dizaine d'intervenants, et puis après on discutera ensemble, quel est le coût qu'on peut monter pour concrètement passer à l'étape d'après. Alors moi j'ai une autre question, on parle d'un mouvement. À quel moment le mouvement devient un peu stagnant aussi. Et quand il devient stagnant, à quel moment, à la place d'être tourné vers l'extérieur, vers de la conquête de segments d'opinion, ou de gens, de tout ça, de lutte, on se regarde le nombril et on se demande, on se concentre sur son fonctionnement interne et intérieur, plutôt que d'être tourné vers une bataille vers l'extérieur. Si j'énonce, c'est parce que... Si j'énonce sa difficulté, c'est parce que je crois qu'on peut la surmonter. Si nous provoquons cette réunion, c'est parce qu'on croit qu'il y a encore beaucoup d'énergie, il y a énormément d'énergie autour de Nuit debout, qu'il y a un coup à jouer et qu'on peut tenter quelque chose. Bon. Maintenant, je vais vous dire franchement, moi, j'ai un coup à proposer. Il y en aura d'autres, mais moi, j'ai un coup à proposer. Voilà. On en a discuté, j'ai fait des sondages, on en a discuté avec pas mal de monde et puis tout ça, des discussions. Voilà le coup que moi je souhaite qu'on joue. Je souhaite qu'on fasse un très gros 1er mai, à la fois pour moi festif et de meeting. Je souhaite que la manif se termine à République et je souhaite qu'on fasse un meeting commun avec les syndicats qui sont opposés à la loi El Khomri, c'est-à-dire Solidaire, CGT, Force ouvrière et ainsi de suite, qu'on leur tende la main, franchement. Je pense que si on revient à la question qui s'était posée le 23 février, c'était leur faire peur, mais comment? C'était la question de départ. C'est pour ça qu'on en est arrivé à cette proposition de place de la République. Et je pense que c'est la proposition à laquelle il faut revenir. Je dirais que le pouvoir aujourd'hui, il voudrait que ça, c'est-à-dire que Nuit debout et les syndicats se tournent le dos. Que Nuit debout et les syndicats se regardent en chien de faïence, qu'il y ait une méfiance qui soit installée entre les deux. Moi je dis toujours, pour qu'un moteur explose, il faut qu'il y ait 2 ingrédients qui se rencontrent. Et tant qu'on a 2 ingrédients qui sont séparés, eh ben, le moteur n'explose pas complètement. Alors, je pense que ça, c'est une proposition quasi historique, parce que ça veut dire revenir sur la fracture de mai 68. De dire, voilà, on fait fonctionner la jeunesse et le mouvement syndical ensemble. Si jamais on prenait cette décision, ce choix, on aurait 10 jours, donc c'est pas beaucoup, à la fois pour en parler sur la place de la République, pour en parler dans les syndicats et pour diffuser l'information et communiquer. Donc ça nous donne un objectif qui est déjà assez rapproché. Je terminerai par une citation de Hugo. C'est la citation qu'on mettait en une de Fakir et c'était avant la Nuit debout. Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Nous avons étonné une première fois la catastrophe, je pense qu'on peut l'étonner une seconde fois. Voilà, je vous remercie.
Alors, juste moi je redis les trucs triviaux. On va, donc, pour ceux qui étaient là le 23 février, on va la jouer un peu pareil. Donc il y a une dizaine d'intervenants et intervenantes, mais il y en a quand même moins des intervenantes, je suis désolée. Bah ouais, non mais enfin bon. C'est pas... Enfin bon, on en reparle après, si vous voulez. Donc, pour faire je vous fais la liste vite fait. Donc, il y aura Marie Dudal, Fabrice, qui nous vient de Grenoble, qui est à la CGT Métallurgie, c'est ça. Serge Alimi, Almami Kanouté, Gabriel de Sudrail Saint-Lazare, Renaud Lambert, Brigitte de l'UDCGT, Juan de la Commission de Grève Générale. C'est bien Juan qui fait, je sais plus. Ou Antoine. Juan. Les deux, Juan et Antoine. Frédéric Lordon, Manon de la coordination étudiante et Loïc et un camarade de Loïc pour la CIP. Donc on se la joue 5 minutes, entre 5 et 10 maximum. Et après on boit un coup, on se repose 5 minutes, on mange un sandwich si on veut, on écoute un coup de fanfare, on discute entre nous et on reprend en mode freestyle. Ok. Du coup, Marie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc moi je suis Marie du DAL, droit au logement. Alors, juste pour commencer d'abord une information sur quelque chose qui s'est passé aujourd'hui à Toulouse. Ils ont fait donc à Toulouse, Nuit debout Toulouse, une action à la BNP Paribas. Ils ont occupé la BNP Paribas contre les paradis fiscaux et ils étaient à peu près 200 personnes. Voilà. Et donc je pense que c'était important de commencer par là parce que je pense que c'est ça qui a été important pour l'instant dans les 22 jours qui se sont passés depuis le début de la Nuit debout, c'est qu'il y a eu de nombreuses actions de convergence des luttes. Là, aujourd'hui, avec les intermittents devant le McDo, et il y en a eu d'autres. Bon, aujourd'hui, il y a eu de la répression, ce qui est aussi le symbole que on leur fait peur. Hein. Donc c'est quand même aussi ça de gagner. Et voilà, nous, au niveau du logement, on a fait plusieurs actions là depuis 15 jours. On a occupé le 1% patronal pour demander davantage de logements sociaux pour les plus pauvres. La semaine dernière aussi, on a fait une action à Romainville, dans un quartier populaire de Romainville, une cité HLM qui est menacée d'être détruite. Ils veulent en gros détruire toute la cité, donc face à ça, les habitants s'organisent. Et là, la semaine dernière, ils avaient une action très concrète parce que depuis plusieurs mois, ils n'ont pas d'eau chaude et de chauffage, et aussi les ascenseurs qui sont en panne. Et il y a beaucoup de gens de Nuit debout qui sont venus les soutenir, et ça a marché. Puisque le vendredi, donc on a fait l'action le mercredi, et le vendredi, toute la chaufferie et tous les ascenseurs ont été réparés, alors que ça fait 2 mois. Voilà, on a fait d'autres actions aussi. Un samedi matin à Boulogne contre l'expulsion d'une famille qui était programmée pour dans quelques mois. Là, on attend encore de voir ce que ça va donner. Mais pareil, pour la première fois depuis des années, la famille a eu suite à ça un rendez-vous avec la mairie. Donc on attend là-dessus de voir ce que ça donne. Et aujourd'hui, on a fait aussi une action auprès des agences immobilières contre les loyers chers et contre les agences qui ne respectent pas le plafonnement des loyers sur Paris. Donc on a déjà fait pas mal d'actions, on va en refaire d'autres, à chaque fois contre les loyers chers, parce que c'est quelque chose qui nous touche tous directement. Donc nous, au niveau du DAL, qui touche évidemment les membres du DAL, et qui, on a pu le constater, touche aussi beaucoup de gens qui participent au mouvement de la Nuit debout. C'est-à-dire que ça rentre vraiment, quand on dit qu'on est contre la loi El Khomri et son monde, c'est vraiment ça aussi qui fait partie de ce monde de la loi El Khomri qu'ils essayent de nous imposer. Et alors là-dessus, il y a une loi justement qui est en train de passer aussi au niveau du Parlement, qui va passer là à la fin du
fin du mois, début mai, la loi égalité et citoyenneté. C'est une loi qui a été faite suite aux attentats de Charlie, suite au grand discours de Valls, suite aux attentats de Charlie, qui touche à la fois l'école, le logement, etc., qui touche beaucoup les quartiers populaires aussi. Et donc nous, on va se mobiliser dans ce cadre-là par rapport à cette loi, parce que là, entre les quartiers populaires, les locataires, Nuit debout, il y a vraiment quelque chose à jouer. On l'a vu la semaine dernière à Romainville, à Boulogne aussi. Voilà, c'est vraiment le moment de jouer quelque chose, et ensemble, on leur fait vraiment peur, et donc on pense qu'il faut continuer comme ça. Et d'ailleurs, prochaine action coup de poing, rendez-vous vendredi 29, 14h, place de la République. Voilà, je vous remercie. Oui, bonjour à tous. Fabrice Lallemand, qui est à Nuit debout, de Nuit debout Grenoble, et puis qui est un décroissant de la CGT de l'Isère. Voilà. Métallurgie. Ouais, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là. Donc j'ai la mission de parler justement de la CGT. Alors je fais partie de la métallurgie Isère et de la Fédération de la métallurgie CGT. Donc je vais d'abord partir de Nuit debout Grenoble pour aller vers le syndicalisme et voir ce qu'on peut dire sur la jonction de ces deux mondes, et qu'il faut joindre rapidement. Donc déjà, sur Nuit debout Grenoble, en fait, il y a une diversité sociologique qui est importante, et ça c'est quelque chose de très fort. Il y a des échanges particulièrement riches, mais on voit très bien qu'il y a un nombre de participants aujourd'hui qui est limité, qui est d'une quelques centaines de personnes. Voilà. Après, on sait que à Grenoble, ça bouge plutôt pas mal, et aujourd'hui, on a un peu le sentiment d'une stagnation. Donc, on doit se poser la question de savoir comment réenclencher une dynamique et passer à la vitesse supérieure. Après, il y a quelque chose, nous, qui nous interroge au niveau des syndicats quand on y va, c'est clairement une remise en cause des méthodes de mobilisation qui peuvent être poussées par les grosses confédérations. Et les cortèges qu'on peut dire parfois passifs, voire mortifères des fois, avec des dispersions en fin de manifestations qui sont toujours assez démobilisateurs pour tout le monde, et nous inclus, hein, vous en faites pas. Donc il y a ce premier point, et il y a aussi l'organisation très pyramidale des syndicats. Alors je peux vous dire que nous à la CGT, on a des débats assez francs là-dessus, et que depuis quelques temps, on essaye vraiment de se battre pour qu'il y ait des consultations très importantes au niveau de la base et tout ça, mais on comprend très bien qu'à Nuit debout, on puisse se dire que reproduire les rapports de domination dans les syndicats pose problème, et on ne veut pas les subir au niveau de Nuit debout. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a en tête, donc on est d'accord, ça fait plaisir. Néanmoins, ça avance, et demain, pas plus tard que demain, il y a une action avec un comité d'intermittents. Il y a Attaque, il y a Sud, il y a la CGT et Nuit debout qui va faire une action donc à Pôle emploi par rapport aux négociations sur l'UNEDIC. Donc il y a quand même des choses qui se font, et ça fait plaisir. Il y a des communications communes, tracts communs, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc au niveau de la CGT, et là c'est là où peut-être le bas va blesser, on s'est posé la question au niveau de l'Isère, ça ne vient pas que de moi ce que je vais dire, mais c'est important qu'on ait une analyse de ce qui se passe. C'est qu'il y a un soutien moral clairement de la CGT pour Nuit debout, mais il n'y a pas une implication massive des militants syndicaux en tant que citoyens au niveau de Nuit debout. Pourquoi? Alors il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que des fois, en tant que militants syndicaux, les personnes en fait se disent que une des priorités des échanges qu'il peut y avoir à Nuit debout, c'est de faire vivre la démocratie réelle, c'est de faire vivre le lieu, et qu'il y a une grosse partie de l'énergie de Nuit debout qui va être sur cet aspect-là, et pas forcément sur l'approche revendicative. C'est vrai que nous, en tant que syndicalistes, on est énormément sur ce côté-là, et parfois, c'est à nous aussi de nous habituer à de nouveaux types d'organisation, et je pense que chacun doit un peu s'influencer mutuellement, quoi. Voilà. Un autre point, et là je pense que c'est important, c'est qu'on a demandé des retours dans les entreprises au niveau de l'Isère. Alors ce sera que l'Isère, je ne sais pas si en région parisienne c'est pareil, mais aujourd'hui on sent qu'il y a de nombreux salariés qui sont prêts à se mobiliser contre la loi travail. Mais la colère aujourd'hui, elle n'est pas suffisante pour imaginer des choses comme la grève générale sans une étincelle forte. Et l'étincelle forte, on est là justement pour la créer, mais c'est clair que
Les gens sont prêts à faire quelques heures de grève, à faire quelques jours de grève, mais si on veut passer au-dessus, il va falloir un peu soigner les stigmates aussi de 2010, la réforme des retraites, où je pense qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés en se posant plein de questions sur les méthodes des syndicats, sur les intersyndicales obligatoires et tout ça. Donc c'est quelque chose qu'on doit aussi analyser, avoir un retour sur l'expérience de 2010 pour faire beaucoup mieux en 2016, ça c'est sûr. Sur la loi El Khomri, là je ne veux pas être trop technique, mais forcément il y a un clivage privé-public parce que le code du travail concerne principalement le privé, donc c'est important que la fonction publique est très bien organisée, elle ne le voit pas à court terme, et beaucoup ne voient pas à court terme, mais qu'il y ait vraiment, qu'on voit plus loin que la loi El Khomri, qui est juste un point d'appui pour la suite. Voilà. Après, nous on constate clairement un manque d'engagement politique et de culture politique dans les entreprises, que ce soit au niveau des travailleurs, des syndiqués, et plus grave, au niveau des élus. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous interroge, puisque ça pose problème, en fait, pour penser au-delà du cadre qu'on nous impose, qui est un cadre libéral, et au-delà du cadre du capitalisme. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui nous fait freiner, quoi. Donc, il faut qu'on sorte nous-mêmes, et on a cette responsabilité de sortir d'un syndicalisme qui serait trop institutionnel. Sur des négos d'entreprise, aujourd'hui, il faut être beaucoup plus politique. Et là-dessus, les partis politiques ont une grosse responsabilité. Les partis politiques de gauche, aujourd'hui, ne proposent aucune alternative claire. On est dans des guerres de chapelle, et ça, chacun doit assumer ses responsabilités. Les syndicats, les partis politiques, là-dessus, je pense qu'on n'est pas forcément au niveau. Et en fait, un dernier point sur les problèmes qu'on peut rencontrer, c'est le niveau historiquement bas du nombre de syndiqués et la moyenne d'âge qui cesse d'augmenter, qui a plus de 50 ans. Et ça va poser un problème si on n'est pas capable d'avoir des contre-pouvoirs dans les entreprises. Parce que le syndicalisme, c'est la fraternité, la solidarité dans les boîtes. Et aujourd'hui, on peut se poser la question quand on voit la tendance. Voilà. Alors, clairement, on veut la jonction de Nuit debout et des syndicats au niveau de la CGT-Isère, ça c'est sûr. Pourquoi? Pour sortir des luttes en silo, c'est-à-dire que chacun va faire ses petits combats de son côté sans jamais converger. Donc il faut qu'on soit capable de s'enrichir mutuellement. Donc nous, au niveau des syndicats, il faut il faut impulser dans les syndicats la dynamique de Nuit debout qui fait vraiment du bien, ça c'est clair. Donc il faut repenser, nous, notre approche syndicale, quelque chose de moins austère, de beaucoup plus ouvert. Il faut transformer nos organisations syndicales, clairement, nos organisations pyramidales un peu trop complexes, pour aller vers plus de démocratie directe. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit nous-mêmes apprendre. Sortir des positionnements corporatistes, et ça, il y a des vrais débats en interne à la CGT, on n'est pas là pour détailler, mais il faut qu'on ait une vision, un syndicaliste qui voit loin, quoi. Il faut qu'on soit capable de penser une mutation sociale et écologique de notre économie, et voilà, j'insiste sur l'aspect écologique, parce qu'il faudra forcément détruire des emplois pour en créer d'autres, et ça aujourd'hui c'est forcément un problème. Il faut débattre sur des sujets clés, alors là je vais vous les dire en vrac rapidement, parce que je pense que le temps m'est compté, mais sur le productivisme, remise en cause de la croissance, sur le nucléaire, sur l'Union européenne, la zone euro, les scopes, l'autogestion. Aujourd'hui, ce qui m'embête, c'est qu'on parle de scope que quand les boîtes commencent à battre de l'aile, qu'on est près des plans de faillite. Alors très bien, il y a des beaux exemples et on met toujours les beaux exemples devant, mais il faudrait que dès le départ, la CGT et les syndicats poussent pour qu'on fasse un maximum de scope. Voilà. Et après, Nuit debout, je pense que là, c'est pour ça qu'il doit y avoir un échange. Elle doit s'appuyer sur la culture de lutte des syndicats pour bloquer l'économie du pays. On fera rien si on bloque pas les productions. Ça, ça fait plaisir. On doit passer absolument par là. Les syndicats ont des moyens d'action, la connaissance du terrain, ils savent où sont les lieux névralgiques. Et là, je pense qu'on peut vraiment faire des choses. En plus, cette capacité de nuisance, elle sera démultipliée si on s'appuie sur les citoyens qui sont à Nuit debout aujourd'hui pour créer de la dynamique, de la mise en réseau, créer des médias alternatifs. Pourquoi ne pas être capable de dégager des fonds pour aller bloquer des endroits clés? Alors clairement, on ne veut pas rentrer dans la délégation de pouvoir où des gens feraient la grève pour nous et nous, on aurait juste à cliquer sur son clavier. Mais je pense que si on veut être stratégique, et il faut qu'on le soit, il faut le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent, c'est la capacité à bloquer longtemps et fort. Voilà. Alors pour les propositions, on a un peu réfléchi, on a un peu échangé avec François. Nous, quelque chose qui revient fort, forcément, c'est qu'une revendication clé, c'est la réduction du temps de travail. C'est clairement un levier où on va être capable de faire le lien entre toutes les composantes du mouvement social. On va pouvoir aller à l'encontre du système médiatique, de tous nos chiens de garde qui nous disent qu'on doit réaugmenter le temps de travail, ce qui est forcément pas du tout le sens de l'histoire. Donc
je pense que là-dessus, il y a quelque chose à faire. Alors, c'est anecdotique, mais nous, au niveau de l'Isère, on se dit, pourquoi pas, on a une revendication, la CGT, c'est les 32 heures. Et on n'a qu'à l'imposer dans les entreprises, on fait 3 heures d'arrêt de travail toutes les semaines, et on fait nos 32 heures, voilà. Et pour finir, je vais revenir sur ce qu'a dit François tout à l'heure. Forcément, on est pour la jonction, donc le 1er mai, ça doit être vraiment une jonction symbolique de Nuit debout et des syndicats. Il faut qu'on arrive absolument à faire cette jonction-là, il faut qu'on crée de la dynamique, et la dynamique, elle va aller dans les deux sens, la Nuit debout, elle va aller dans les entreprises, et il n'y a que comme ça qu'on pourra imaginer la grève générale. Donc voilà, on va y aller. Allez, bonne soirée. Est-ce que Serge Alimi est dans la place? Donc c'est Serge qui s'avance désormais vers la tribune. Je fais ça pour les gens qui sont dehors et qui nous écoutent. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Plan de bataille, pour reprendre l'expression de... Plan de bataille, pour reprendre l'expression de François Ruffin. Excusez-moi, j'ai la voix un peu prise. Il y a environ 2 ans, Le Monde diplomatique a publié un article de Thomas Frank qui était titré « Occuper Wall Street, un mouvement tombé amoureux de lui-même ». Je sais que cet article, assez critique, a beaucoup circulé parmi vous depuis 2 semaines. Le jugement de Thomas Frank était un peu sévère dans la mesure où il est possible que Occupy Wall Street ait en définitive permis de populariser des thèmes qu'on retrouve en ce moment dans la campagne de Bernie Sanders. Or, Sanders a obtenu près de 8 millions de voix, alors même qu'il se proclame socialiste, aux États-Unis, ce qui n'est pas banal. Le verdict de Thomas Frank rejoignait l'avertissement du philosophe Slavoj Žižek aux campeurs de Occupy Wall Street quand il leur disait « Ne tombez pas amoureux de vous-même, nous passons un moment agréable ici, ce qui compte c'est le jour d'après, quand nous devrons reprendre nos vies ordinaires, est-ce que quelque chose aura changé ?» On a reproché à la protestation de New York de s'être résumée à la satisfaction d'avoir protesté. Mais le mouvement a su trouver le bon slogan, un bon slogan en tout cas, le combat contre l'oligarchie, les 19% contre le 1%. Il a su impressionner l'ennemi, capter l'imagination du public, un peu comme Nuit debout. Il a établi aussi des liens avec les syndicats de travailleurs. Et il a peut-être, sans le savoir et sans le vouloir, encouragé la naissance d'un courant politique de gauche, influent, non groupusculaire. Toutefois, il n'a pas assez marqué la différence entre activisme et organisation. La différence entre expression de soi et construction d'un mouvement. Car le refus, compréhensible, de certaines formes d'action traditionnelles associées aux partis et aux syndicats actuels a conduit les manifestants new-yorkais à tourner le dos à des traditions de lutte utiles, à des formes de mobilisation, à des méthodes éprouvées qui avaient parfois démontré leur efficacité. Parce que là, ce soir, nous sommes entre nous. Mais nous sommes entre nous pour affronter un adversaire et si possible prendre l'avantage sur lui. Or, que fait l'adversaire? La droite et les libéraux, de droite et de gauche, ont lancé des boîtes à idées, des associations favorables aux intérêts du patronat, ils ont créé des médias et ils ont alimenté tout ça avec l'argent des grandes entreprises. Ils étaient déjà puissants et riches, ils se sont organisés pour être encore plus puissants et encore plus riches. Résultat, on trouve d'un côté une classe dirigeante solidaire, consciente de ses intérêts, mobilisée, maîtresse du terrain et de la force politique, de la force publique, et de l'autre, en face,
d'innombrables associations, syndicats, partis, qui sont parfois tentés de défendre leur précaré, leur singularité, leur autonomie. Mais sans alliés, sans priorité, sans organisation, pour reprendre la formulation de tout à l'heure, sans plan de bataille, comment réaliser ces objectifs sitôt que la période intense des occupations et des manifestations retombe? Le travail d'organisation, d'agrégation autour d'objectifs communs, de recherche d'alliés, de débouchés, est parfois ingrat, moins exaltant que l'organisation d'un concert ou le lancement d'une pétition en ligne. Et ce travail d'organisation, nous le savons bien, fait aussitôt naître le soupçon d'une récupération par les institutions, les professionnels de la politique, le pouvoir. Mais sans stratégie, sans alliés, la rébellion spontanée, l'action, pourrait ne pas déboucher sur une transformation de la société. Afin d'élaborer une stratégie, imaginer son assise sociale et les conditions de réalisation politique, mieux vaut donc choisir un petit nombre de priorités. Les revendications trop nombreuses peinent à trouver une traduction politique et à s'inscrire dans le long terme. Lors d'une réunion de tous les responsables des mouvements sociaux, expliquait il y a quelques années l'ancien président du principal syndicat brésilien, j'ai regroupé les différents textes. Le programme des centrales syndicales comportait 230 points, celui des paysans 77, etc. J'ai tout additionné, ça nous faisait plus de 900 priorités. Et j'ai demandé, on fait quoi concrètement avec tout ça? Une stratégie, c'est précisément répondre à la question quel bloc social et quelle alliance pour quel projet. La métaphore du sociologue Alain Accardo s'applique ici. La présence sur une table de toutes les pièces d'une montre ne permet pas à quelqu'un qui n'a pas le plan d'assemblage de la faire fonctionner. Un plan d'assemblage, c'est une stratégie. En politique, on peut pousser une succession de cris ou on peut réfléchir à l'assemblage des pièces. Définir quelques grandes priorités, construire le combat autour d'elles, c'est précisément jouer le rôle de l'horloger. La violence du projet de loi El Khomri a eu un effet bénéfique. Elle a contribué à rassembler ce qui était divisé ou distinct. Le 31 mars dernier, Nuit debout a démarré à l'issue d'une manifestation syndicale. Cette union, cette convergence des luttes, c'est évidemment le cap à tenir. Et cette convergence des luttes, on la retrouve dans d'autres combats que celui contre la loi El Khomri, celui par exemple contre les traités de libre-échange. Et je voudrais en dire quelques mots. Jusqu'à présent, ce qu'ont subi les ouvriers n'avait pas suscité de mouvement de solidarité très puissant au sein des classes moyennes. Tant que la mondialisation ne concernait et ne pénalisait que les travailleurs manuels, les couches intellectuelles y ont vu Erasmus, la possibilité de voyager sans changer de monnaie, une illusion d'universalisme et de fin des frontières. Et puis le masque est tombé. Chacun a découvert le nivellement par le bas des salaires, les travailleurs détachés, les délocalisations. Aux États-Unis, le 11 février dernier, un dirigeant de l'entreprise de chauffage et de climatisation a réuni ses employés pour leur annoncer que leur emploi de l'Indiana allait déménager au Mexique, où la main-d'œuvre est moins chère. La scène a été enregistrée, on peut la voir sur YouTube, elle dure environ 3 minutes. Et le patron dit « Nous avons l'intention de relocaliser le centre de distribution d'Indianapolis à Monterrey au Mexique pour préserver l'excellence de notre qualité de production à des prix compétitifs. » C'est une décision strictement économique. Les ouvriers protestent, les ouvriers crient, mais naturellement, la délocalisation est décidée. Et je crois que le combat contre ces traités commerciaux, qui favorisent les délocalisations d'activités, mais aussi la malbouffe, le dumping social et écologique, c'est l'un des objectifs de Nuit debout déjà. Comme la lutte avec les syndicats contre la loi El Khomri, il me semble que ce combat est porteur parce qu'il permet une large convergence des luttes. Les ouvriers, dont le salaire a depuis longtemps été laminé par le chantage au chômage et aux délocalisations, ne sont donc plus isolés lorsqu'ils rejettent le libre-échange. Les écologistes, les agriculteurs, les consommateurs les ont rejoints. Et aux États-Unis,
les fonctionnaires municipaux, les pompiers, se mobilisent à leur tour, au point qu'un dirigeant patronal américain n'en revient pas. Aucun de ces employés publics n'est concurrencé par des importations. Mais leurs syndicats se montrent solidaires des autres. Pourquoi ? Parce que le syndicat des employés du secteur public a compris qu'il ne parviendrait pas à défendre longtemps les effectifs et les traitements de ses 2 millions de membres si les rémunérations des salariés du privé continuent de s'écrouler. Parce que la dégradation des conditions sociales des uns favorise celle des autres. La méfiance, le ressentiment. De leur côté, les pompiers savent que la disparition des entreprises qui paient l'impôt et leur remplacement par des friches industrielles va amputer les budgets municipaux, ce qui menacera nombre de leurs casernes. En somme, sur ce sujet aussi, la convergence des luttes est possible et elle existe déjà. Il faut donc élargir la brèche. Il y a un peu plus de 2 ans, en visite à Washington, François Hollande a pris position en faveur du grand marché transatlantique. Il a expliqué, je le cite, « Nous avons tout à gagner à aller vite. Sinon, nous savons bien qu'il y aura une accumulation de peurs, de menaces, de crispations. » À présent, il paraît que Hollande s'apprête à reculer, qu'il préférerait aller lentement, retarder les choses, car l'opposition est trop forte, en Europe et aux États-Unis. Une victoire sur ce terrain du libre-échange serait donc une formidable nouvelle pour nous, un grand encouragement aussi. Cette victoire, arrachons-la, en alliance avec tous ceux, nombreux, en dehors de cette salle, qui la désirent autant que nous. Voilà. Almami, donc c'est maintenant Almami Kanouté qui va nous dire quelques mots. Et je tiens à saluer Serge qui a fait pile 10 minutes. Bonsoir à tous. Donc moi j'ai pas de texte, donc je vais essayer de faire moins de 5 minutes. Pour commencer, voilà, j'aimerais apporter une petite précision puisque j'ai commencé à être présenté comme le porte-voix ou le porte-parole de la banlieue, ce que je ne suis pas. Je suis l'un des haut-parleurs. Donc, et si j'ai pris l'initiative de me rapprocher de ce qui se passait depuis un certain nombre de jours sur la place de la République, c'est parce que j'ai entendu parler de convergence de lutte. Et moi, ça m'a interpellé directement. Et je vais aller dans le vif du sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les actions. C'est les actions. Et quand je parle d'action, bien sûr, je respecte tous ceux qui ont le courage et le temps à écouter, à assister aux AG. Moi, je me fais le relais de certaines remarques et certaines critiques. C'est que nous, on ne va pas venir place de la République, on ne va pas monter sur Paris pour écouter les gens parler. Nous, l'état d'urgence, ça fait un certain nombre d'années qu'on la côtoie. Donc, ce que j'ai pu constater et remarquer depuis le début, c'est que j'ai pu rencontrer de nombreuses personnes intéressantes qui ne sont pas forcément issues des quartiers ou de la banlieue de Paris, ou même j'ai pu rencontrer des banlieusards aussi. Et ce qui est très important et très enrichissant, c'est que Nuit debout a permis de créer cet espace de rencontre, d'échange, de partage, d'enrichissement. Et le message que j'aimerais véhiculer et faire passer, c'est que j'essaye encore de mon côté de convaincre un maximum d'acteurs sociaux qui ont encore cette réticence. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça ne va pas finir en table ronde avec les cols blancs? Est-ce que... Voilà, il y a tout un tas d'interrogations. Moi, j'essaye de les rassurer un maximum. Et quand j'ai pu partager ce que j'ai pu percevoir comme je dirais, réalité de dynamisme et de volonté à travers les différents individus que j'ai pu croiser,
Il y a cette action que je relais souvent, c'est le jour où les CRS ont réquisitionné la sono, et je crois que Fahima était présente, et les personnes sur place ont encerclé les forces de l'ordre. Et ça, c'est une démonstration de rapport de force. Et les forces de l'ordre n'avaient pas d'autre choix que de rendre la sono. Parce que je pense qu'ils finiraient plus ou moins piétinés. Ils n'auraient pas le temps de nous parfumer, on va dire, en quelque sorte. Et ce genre d'action, diffusée un maximum et le plus largement possible, va interpeller effectivement des habitants qui n'ont pas l'habitude de quitter leur territoire ou leur quartier. C'est vrai que beaucoup d'entre vous se posent encore la question, ouais, où est la banlieue, où est la banlieue? Bon, je ne veux pas faire peur, c'est pas à vous que je veux faire peur, mais je l'ai évoqué à plusieurs reprises. Si on réussit à faire la fusion entre Paris et la banlieue, ils vont trembler. Ils peuvent que trembler. Et je crois que la première intervention est un exemple concret. La militante du DAL l'a précisé. Les expulsions ont repris. Et d'ailleurs, je vais vous rajouter une date avant le 29. Le 24 ou le 25 sur Fresnes, il y a une expulsion qui est prévue. Moi, malheureusement, je serai sur Haïti pour planter des arbres, puisque je participe à une action écolo pour lutter contre la déforestation. Mais je continuerai à relayer les infos et à créer les connexions entre les uns et les autres. Mais par exemple, ce genre d'action, si vous qui êtes présents ce soir sur ces rendez-vous, sur les agendas ou l'agenda qui va, je pense, être enrichi, je pense, dès ce soir, si vous êtes capable de vous dire que le 25, on sera tous à Fresnes, le 29, je ne sais pas quelle ville, là, c'est un vrai message qu'on envoie. C'est un vrai message qu'on envoie, même au-delà même des banlieues. Ça voudrait dire que les frontières que l'école blanche nous impose quotidiennement, eh ben on les efface. Parce que moi, en tant que militant, je suis un petit peu fatigué de me déplacer quand c'est une mobilisation contre la négrophobie, un autre jour contre l'islamophobie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On se retrouve éparpillés. Mais si on agit, là, le point de rendez-vous pour l'instant, c'est République, peut-être demain, ça va être Hôtel de Ville, je ne sais pas. Parce que j'ai proposé ça aussi suite aux propos de Madame Hidalgo sur la privatisation des espaces publics ou autres. L'hôtel de ville, c'est chez nous. C'est notre maison. Et si on décide ensemble d'occuper l'hôtel de ville de Paris et multiplier ce genre d'action au-delà de la périphérie, on leur fera peur. On leur fera peur, on leur mettra la pression. Pas obligé d'attendre que la presse déverse des papiers pour plus ou moins déstabiliser ce qui est en train de se dérouler à travers la nuit debout, c'est-à-dire on nous parle de casseurs. Moi je vois pas de casseurs, moi j'ai pas vu de casseurs, j'ai pas vu de casse. Parce que la violence que je mange tous les jours, c'est encore plus violent. C'est largement plus violent ce que je mange tous les jours. Moi, je ne vois pas de casseurs. Mais par contre, quand certains d'entre nous prennent la décision de raccompagner Monsieur Finkielkraut, je pense que tout le monde a constaté l'indignation collective des cols blancs. Tout le monde l'a constaté. On a renvoyé un message à travers cette action. C'est-à-dire que quand on demande aux cols blancs, on n'a plus besoin de vous, quand on leur fait comprendre, ils ont peur. Et je vais essayer de finir sur ce point-là. Je pense que nous devons, dans l'urgence, identifier avec précision notre ennemi commun. Et je le précise depuis tout à l'heure, ce sont les cols blancs. Qui protège les patrons? Les cols blancs.
Qui donne les ordres aux forces de désordre? Les cols blancs. Qui nous empêche de fusionner? Ce sont les cols blancs. Je sais que je l'ai diabolisé, localement je l'ai subi. J'ai prouvé le contraire. Et si je suis là devant vous ce soir, c'est parce que localement, j'ai pu vivre une belle expérience à travers les élections municipales de 2008, où j'ai décidé, avec d'autres citoyens de la ville, de mettre autour de la table ronde, autour de la table, des habitants qui ne sont pas forcément issus des mêmes origines, de la même religion, de la même génération. On a créé une liste citoyenne, puisqu'on partit du constat que ni les listes de gauche, de droite ou du centre et des extrêmes nous représentaient. Je ne sais pas quelle va être la finalité de Nuit debout. Je ne vais pas parler d'action politique ou une finalité dans les urnes. Mais moi, ce que je souhaite au plus profond de moi-même, c'est qu'on puisse, une bonne fois pour toutes, se débarrasser de ces cols blancs. Et on va réfléchir ensemble comment on va y procéder. Et je peux que nous souhaiter vive la convergence des luttes. Et je vous demande tous de lever le poing et un maximum de solidarité entre nous. Et j'espère que voilà, on réussira à bousculer l'Élysée comme il se doit. Et continuons le débat en force. Merci. Du coup, si Gabriel de Sud Rail Saint-Lazare était dans le coin. Alors, il reste juste un petit mot. Il reste 7 intervenants. Donc il faut vraiment faire plutôt 5 que 10, si possible. Bonjour à tous, donc Gabriel Cheminois Saint-Lazare, militant à Sudrail. La question là qu'on se pose ce soir, c'est quoi la prochaine étape après une vingtaine de jours d'occupation de la République, une vingtaine de jours après la grève du 31, qui était un gros succès. Je pense que le point de départ de ça, c'est de se dire que c'est possible, dans la période qui vient, de faire reculer le gouvernement sur la loi El Khomri et encore sur d'autres choses. Et donc la question qu'on se pose là, c'est quoi les chemins pour y arriver? Et pour moi, il y a un chemin qui doit nous faire réfléchir quand même. C'est les dernières fois qu'on a fait reculer des gouvernements. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est arrivé en 2006, quand le gouvernement a essayé d'imposer le CPE. C'est arrivé en 95, quand le gouvernement a essayé d'imposer le plan Juppé. Et à chaque fois, ce qui a fait reculer un gouvernement, ça a été une combinaison de manifestations de masse, de grèves dans certains secteurs et de menaces de généralisation de la grève. Y compris pendant le CPE il y a 10 ans. C'est quand le mouvement étudiant a acquis une audience suffisante pour que les journées de grève interprofessionnelles s'accélèrent, à tel point qu'on a eu dans la même semaine 2 journées de grève et de manifestations à plus de 3 millions de personnes. C'est à ce moment-là que le gouvernement a retiré la loi, alors qu'elle était déjà promulguée, ce qui montre que c'est complètement possible, quel que soit l'état institutionnel de la réforme. Bon. Et donc ça veut dire trouver le chemin d'un mouvement d'ensemble comme en 95 ou d'une grève générale comme en 68, et que c'est pas un chemin qui est facile à trouver, il n'y a pas d'évidence, mais il y a quand même des points d'appui dans la situation qu'on doit prendre au sérieux. Il y a plusieurs secteurs qui sont en train de faire chauffer les moteurs, quelque chose comme ça, plusieurs dominos qu'on peut essayer de faire tomber et qui eux-mêmes pourraient en entraîner d'autres. Les dominos en question, puisque pour pas tourner autour du pot, je pense que c'est la question de la grève reconductible qui est la question clé dans les semaines qui viennent, dans plusieurs secteurs, pas en le décrétant ou en simplement en faisant des appels, mais en travaillant concrètement à la faire advenir. Ça a été le cas, par exemple, il y a une AG des intermittents qui s'est réunie il n'y a pas très longtemps, et je crois qu'il y aura des militants qui en parleront, qui a voté le principe de la grève reconductible. À la SNCF, ça fait partie des secteurs qui en discutent très concrètement, à la fois parce qu'on a la loi El Khomri, donc qui nous concerne comme beaucoup d'autres secteurs, avec l'inversion de la hiérarchie des normes, etc. Bon, je ne vous fais pas tout le topo, et aussi parce qu'on a une autre attaque spécifique à la SNCF, qui est l'équivalent de la loi El Khomri, qui est une remise en cause complète de nos conditions de travail, et avec ce qu'on appelle le décret socle ferroviaire et la négociation d'une convention collective, qui vise en quelques mots à augmenter nos temps de travail journaliers, diminuer les temps de repos, multiplier le nombre de journées travaillées dans l'année, c'est-à-dire concrètement entre 15 et 25 journées de repos en moins par an pour le même salaire, et une flexibilité de fou, puisqu'avec la possibilité de modifier les horaires de travail en appelant 1 heure avant la prise de service pour les modifier, les reculer ou les avancer.
On se rend bien compte que c'est pas une vie, alors qu'on est déjà dans un secteur largement flexible. Et donc, face à cette attaque-là et la loi El Khomri, on a eu des grosses journées de grève à la SNCF. Le 9 mars dernier, c'était la plus grosse grève à la SNCF depuis 10 ans. Puis le 31 mars, on était encore entre 40 et 50% de cheminots, tout collège confondu, c'est-à-dire y compris les cadres, les fameux cols blancs. Et donc, malgré ça, en grève largement majoritaire à l'exécution. Et simplement, ce qu'on se dit, et c'est le cas dans d'autres secteurs, c'est qu'il ne suffit pas de journées de grève isolées, qu'elles soient par secteur ou qu'elles soient même interprofessionnelles. Il ne suffit pas de journées de grève de 24 heures à 3 semaines, 1 mois ou je ne sais pas combien d'écart. Et malheureusement, c'est ça aujourd'hui la stratégie de l'intersyndicale. Et donc c'est ça qui a besoin de bousculer. Et je pense que si on est, en prenant appui sur les secteurs qui se bagarrent sur la place de la République et les milliers de militants qui se posent des questions là-bas, si l'ensemble de ces secteurs-là mettent leur force pour bousculer cet agenda et accélérer le rythme, c'est quelque chose qui est possible de faire à condition de se fixer des bonnes priorités et de faire tomber les bons dominos. Donc la SNCF, ça fait partie de ces dominos-là. Il y a des discussions dans l'ensemble des gares et des assemblées générales depuis le 9, et y compris avant, sur la nécessité de la grève reconductible et à quel moment se lancer dedans. Il y a malheureusement une stratégie de l'intersyndicale qui est un peu la même que celle qui a lieu au niveau interprofessionnel, c'est-à-dire des journées de grève très espacées et à chaque fois des journées de grève de 24 heures. On atteint même une certaine absurdité dans les jours qui viennent, puisqu'on a une journée de grève de 24 heures spécifique SNCF le 26, puis un appel à participer à la journée de grève interprofessionnelle du 28, puis probablement une nouvelle journée le 3 mai, puis une journée le 10 mai, et peut-être un jour la reconductible à la fin mai, si jamais vraiment tout était réussi jusque-là. Bon, ça c'est un calendrier qui ne permet pas de gagner, je pense qu'on est des millions à en être conscients, donc il y a besoin d'accélérer ça. Et ça, par exemple, ça ne se fait pas en le voulant ou en claquant des doigts, mais ça se discute dans l'ensemble des assemblées générales de cheminots depuis plus d'1 mois de reconduire la grève. Ça a été fait dans certaines gares après la journée du 31, même si c'était encore minoritaire. Ce sera à nouveau tenté le 26, à nouveau le 28 si ça ne marche pas le 26, etc. Et donc je pense qu'une des questions qu'on doit se poser ici, c'est comment est-ce qu'on peut aider les secteurs qui se posent ce type de questions-là, la SNCF, mais d'autres. Il y a aussi des discussions très sérieuses dans le secteur des raffineries, par exemple, qui se pose la question de faire sortir 0 goutte d'essence le 28, mais au-delà. Il y a des discussions aussi au niveau des dockers qui ont fait des sacrées démonstrations de force, notamment au Havre ces dernières semaines, et qui se posent la question de recommencer pour les prochaines journées. Ça, c'est des secteurs, disons, clés et qui sont visibles. Mais il y a tout un tas de secteurs aussi qui sont parfois moins visibles ou parfois moins massifs et qui se posent la même question, que ce soit des profs, des salariés de la Poste qui par exemple tentent en ce moment, les postiers, de regrouper les postiers de la région parisienne qui veulent partir en reconductible dans les jours qui viennent, qui vont faire une réunion bientôt pour préparer ça, les hospitaliers, il y a les lycéens, parce que les étudiants en ce moment sont un peu en creux avec les examens, mais il y a le mouvement qui a commencé à prendre une sacrée ampleur dans les lycées, et je parle notamment là de la zone où j'habite, dans le 92, où il y a tous les jours des lycées bloqués, qui débrayent, et avec là encore l'état d'urgence qui est appliqué de manière féroce contre notre jeunesse. Et donc il y a tout un tas de secteurs qu'on peut arriver à regrouper pour accélérer ce rythme. Il y a des tentatives qui ont déjà été faites qui sont intéressantes, par exemple des étudiants de la fac de Nanterre qui sont venus dans la gare Saint-Lazare pas simplement pour manifester et faire du bruit, et pour s'adresser directement aux cheminots avec un tract qui parlait des revendications, à la fois de la loi El Khomri et des revendications de la SNCF. On a ensuite la Nuit debout et la coordination étudiante qui est venue faire pareil à une plus grosse ampleur, avec une manifestation la semaine dernière de 200, 300, 400 personnes dans la gare Saint-Lazare, qui a fait un petit boucan et qui a fait beaucoup parler les collègues. Et c'est, à mon avis, le genre d'action qu'il faut multiplier dans les jours qui viennent, et encore monter d'un cran. Je sais que ce qui était dans la tête de pas mal des participants à cet envahissement, c'était de pas simplement s'adresser aux cheminots, mais pourquoi pas d'aller faire un petit tour aussi sur les rails. Ça fait partie des actions. C'est difficile à faire quand on est 200, mais si dans la prochaine journée, par exemple la journée de grève du 26 des cheminots, je sais que c'est un truc qui se discute dans quelques endroits, il y avait plusieurs milliers de personnes, manifestants, qui voulaient venir pour filer un coup de main aux grévistes de cheminots et arriver à empêcher les trains de rouler malgré les tentatives de la direction. Je pense que c'est quelque chose qui serait à la fois efficace, qui ferait du bruit et qui serait apprécié. Donc voilà, pas de solution miracle, mais l'idée que la prochaine étape après les occupations de place ou pendant les occupations de place, c'est que le mouvement se transpose dans les lieux de travail, et ça porte un nom, ça s'appelle la grève, et pas la grève de 24 heures, mais la grève reconductible, avec des assemblées générales interprofessionnelles pour faire le lien entre tous les secteurs qui se bagarrent,
Et si par exemple la journée du 28, dans l'ensemble des secteurs, au minimum autour de Paris et dans Paris, on avait des assemblées générales interprofessionnelles qui permettaient de discuter directement entre salariés concernés et des boîtes en grève en majoritaire ou en minoritaire dans des secteurs qui se voient ou qui se voient moins, de qu'est-ce qu'on fait concrètement dans les jours qui suivent et quelles actions sont les prochaines étapes. Je pense que là, on aurait fait un grand pas en direction d'un nouveau mai 68. Merci. Renaud Lambert. Il est où, Renaud? Il est là, pardon. Chers amis, il s'imaginait que nous allions baisser les bras, que nous troquerions l'espoir de changer le monde contre la certitude de pouvoir changer de portable, que nous nous satisferions de voir tous les 5 ans le pire succéder à l'identique. Il l'imaginait, et il faut bien le dire, il l'espérait, car nos adversaires le savent, ils ne gagnent pas quand nous perdons, ils gagnent quand nous renonçons, et on peut le voir ce soir, ils se sont trompés. La mobilisation contre la loi El Khomri dans les rues, sur les places, nous offre un bol d'air salutaire. Mais si l'espoir renaît, c'est également qu'émergent à nouveau des ambitions sur lesquelles nous avions laissé s'accumuler la poussière. Des ambitions qui, hier déjà, avaient armé les combats d'autres mouvements sociaux, les confrontant à des questions semblables à celles qui se présentent à nous. Parmi celles-ci, comment rendre compatible l'idéal de l'horizontalité qu'on a pu voir s'exprimer place de la République et la quête d'efficacité propre au combat politique? Comment engager une réflexion sur la façon dont on lutte en s'assurant de ne pas tout à fait perdre de vue ce pourquoi on lutte? Comment faire en sorte qu'une fois l'exaltation retombée, le mouvement ne disparaisse pas, en portant avec lui l'espoir auquel il avait donné naissance? Alors tourner notre regard vers le passé peut nous aider à mieux naviguer dans les innombrables écueils qui se présentent à nous. À commencer malheureusement par celui de l'inutilité. Car ne nous faisons pas trop d'illusions, si nous n'avons pas renoncé, nous n'avons pas gagné. Et il n'est pas certain que nos rassemblements suffisent à plonger nos adversaires dans une insomnie durable. On m'a demandé d'évoquer l'expérience espagnole de mai 2011, que vous connaissez sans doute. À l'époque, dans les grandes villes du pays, un mouvement similaire à Nuit debout apparaît, le 15M, bientôt rebaptisé Mouvement des indignés par les médias qui préfèrent la morale à la politique. Des gens se rassemblent, des gens prennent la parole, des gens écoutent, ils s'informent entre eux de ce qui les préoccupe vraiment. La question de la corruption des dirigeants politiques, par exemple, jusque-là absente des radars médiatiques, émerge. L'ampleur de la crise immobilière, dont les Laurent Geoffrin-Ibert ne disaient rien, eh bien l'ampleur de cette crise immobilière prend corps dans les récits. Sur les places, on réinvente la politique pour réinventer le monde. Elle était l'apanage des crânes neufs en costume, chacun peut s'exprimer. Elle imposait ses hiérarchies et le cadre du raisonnable, la voici qui fomente l'égalité, qui conspire à la liberté, tant de choses que vous connaissez. Les places font table rase des tracasseries associées à des formes jugées anciennes, poussiéreuses de l'action politique. La bureaucratie, la hiérarchie, la verticalité. Émerge l'espoir que nous connaissons de faire naître un monde meilleur par le fait d'adopter un mode de fonctionnement meilleur. Mais le mouvement se trouve rapidement traversé par deux forces diamétralement opposées dont l'exercice simultané l'entrave. Un mouvement centrifuge d'abord, qui projette vers l'extérieur son attention pour capter toutes les revendications de la société. Un mouvement centripète par la suite, d'introspection, conduisant à se perdre dans l'observation des moindres replis de cette âme collective. Dans les assemblées du 15M, chacun s'exprime en son nom propre, par peur de la récupération politique d'abord, par rejet de la démocratie bourgeoise ensuite. Une démocratie qu'en Espagne, chacun avait appris à associer à sa forme représentative. Pourtant, le problème qu'elle présentait aux yeux des Espagnols était sans doute moins le fait qu'elle ne reposait pas sur une assemblée générale permanente, mais le fait qu'elle était bourgeoise, c'est-à-dire au service de quelques-uns. Il n'en reste pas moins que, dans les AG, toute parole collective est perçue comme une menace, une abdication face à la tentation verticaliste, un retour au travers du système que l'on cherchait à détruire.
En se privant de la possibilité du porte-parole, de l'expression au nom de structures préexistantes, le mouvement se prive des apports, de l'expérience de ses prédécesseurs. L'unité de base de la participation se résume donc à l'individu, et les mots d'ordre se succèdent aussi rapidement que les intervenants. On appelle donc à mettre un terme aux expulsions de réfugiés et à protéger les vers de terre, à lutter contre l'exploitation capitaliste et à soutenir les entrepreneurs, les petits entrepreneurs, à défendre les revendications féministes et à s'initier à la méditation New Age. En d'autres termes, l'AG ressemble bientôt à un manche à air. Elle accompagne le sens du vent contestataire soufflé par le dernier intervenant. Or, en politique comme ailleurs, les manches à air ne constituent pas toujours les meilleures boussoles. Voici pour le côté centrifuge, tourné vers l'extérieur. Côté centripète maintenant. Les heures passées à discuter de l'opportunité d'ajouter ou non tel ou tel point à l'ordre du jour. Les discussions sans fin pour savoir s'il faut voter sur la nécessité de voter. Les échanges interminables sur le rôle et les fonctions des commissions, lesquelles se comptent bientôt en douzaines, accaparent un temps précieux. Or, le temps social est aussi inégalement réparti en Espagne qu'en France. On est plus efficace lors d'une réunion de plusieurs heures qui s'achève à minuit quand on a eu la possibilité de faire une sieste auparavant. Bientôt, les assemblées se voient désertées par les salariés, épuisés, par les personnes ayant des obligations familiales, bref, par celles que Nicolas Sarkozy aurait appelées l'Espagne qui se lève tôt. À mesure que s'éclipsent les classes populaires, la concentration dans les AG en militants professionnels atteint des niveaux relevant du chimiquement pur. Après quelques mois, le mouvement des places s'est tari. L'Espagne, elle, a peu changé. Pour un membre du mouvement que j'ai rencontré là-bas, le 15e aurait péché par excès d'idéalisme. Je le cite. « Pour ne pas perdre notre âme en nous organisant davantage, nous avons refusé de mener bataille. C'était une posture très éthique, c'est sûr. C'était pratique, ça permettait d'avoir le sentiment d'avoir raison, tout en restant au chaud entre nous. » Fin de la citation. Pendant qu'on discutait à la Puerta del Sol, à Madrid, la gauche de droite, socialiste espagnole, bientôt remplacée par la droite de droite, le Parti populaire, a expulsé plus de 2 millions d'immigrés, laissé le chômage exploser et des dizaines de milliers d'Espagnols perdre leur logement. Quelques années plus tard, vous le savez, ce constat a conduit certains à adjoindre une dose de pragmatisme à l'idéalisme du 15M. La démarche a par exemple consisté à structurer la lutte contre les expulsions, la casse de la santé, la casse de l'éducation. C'est ce qu'on a appelé le mouvement des mareas. Cette démarche a aussi visé à s'emparer du pouvoir politique, avec un certain succès dans des villes comme Madrid, Barcelone, Salamanque, et moins de succès dans le cas de Podemos. Disons-le tout de suite, la démarche de Podemos n'est sans doute pas la nôtre. Mais faudrait-il pour autant se résoudre à voir notre mouvement déchiré sous la double contrainte de l'introspection stérile et de la démultiplication infinie de ses propositions? Je ne le crois pas. Pas plus que les élections ne constituent le seul rendez-vous de l'action politique, la forme parti n'offre la seule possibilité de doter ce mouvement des outils lui permettant de passer à l'étape suivante de son développement. Alors, certains s'inquiéteront peut-être de voir réémerger des termes tels que priorité, lorsque nous évoquons nos objectifs, tels que discipline, lorsque nous parlons de notre organisation. On leur rétorquera que nos objectifs s'organisent d'ores et déjà autour d'une priorité très claire, faire échouer la loi El Khomri. Et voir émerger cette priorité ne nous inquiète pas. Et pour ce qui est de la discipline, tous ceux, nombreux ici, qui ont participé à une AG de Nuit debout, auront été frappés par la discipline de ces participants, qui écoutent, lèvent la main, font la queue. Pourquoi imaginer que ce que nous considérons comme une qualité aujourd'hui se transforme en tare demain? Chers amis, ensemble, nous avons identifié un adversaire, le pouvoir de l'argent. Ne le sous-estimons pas. Lorsqu'il se retrouvera réellement menacé, et nous entendons bien le taquiner, il réagira. Nul ne peut exclure qu'il entende alors mieux que nous la consigne de Jules Guesde aux révolutionnaires. Obtenir gain de cause, je le cite, par tous les moyens, y compris légaux. Lorsque l'heure arrivera, mieux vaudra pour nous que nous ayons su nous organiser. Je vous remercie.
Bon, ils font tous 10 minutes, alors on n'est pas rendu. Hein. Est-ce que Birgit est là? Ouais, elle arrive derrière. Merci. Donc, je vais intervenir. Birgit, je m'appelle, donc je suis pas française d'origine, mais je suis aussi française, mais pas comme. Donc, j'interviens pour l'Union départementale CGT de Paris, qui n'a pas seulement qui n'est pas seulement là pour prêter ou aider à réserver des salles, mais nos premiers objectifs, c'est d'abord obtenir les satisfaction de nos revendications. Et donc, voilà, donc après, on aide à se réunir si on peut et si on pense que ce n'est pas en contradiction avec ce qu'on souhaite et ce qu'on revendique et nos batailles tout court. Donc, après, au niveau de l'Union départementale de CGT, on a discuté lundi, est-ce qu'on va venir autant que CGT, est-ce que je vais intervenir ou pas. On a pris la décision que pas seulement je vienne en observatrice, mais que je prenne aussi la parole pour exprimer qu'effectivement, ce que nous souhaitons, c'est chercher des liens, construire des liens, travailler ensemble, voir si on peut articuler, faire convergence quelque chose. Et donc, si je dis pour va, c'est effectivement, ça ne se décrète pas, les convergences, les liens à faire. Donc, du coup, pour nous, ça commence par une vérification si quelque chose est possible, sur quoi et comment. Donc, ça, c'est la première chose. Voilà. Après, il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure par François en entrée. La CGT, on a 3 différents lieux pour ce travail, tous les 3 autour de la place de la République. Et effectivement, tout le matin et tout le soir, ou presque tout le matin et tout le soir, je suis aussi impressionnée, et je ne suis pas la seule dans la CGT, par ce qui se passe sur la place. La place a été rénovée, c'est une très grande place. Et le matin, cette place est nickel, propre, vide, nettoyée. Et le soir, fin après-midi, ça se reconstruit. Il y a des mondes qui arrivent, une construction quotidienne de quelque chose qui est arrêté dans la journée, mais qui, en quelque sorte, continue. Et donc, je me dis, et je ne suis pas la seule dans la CGT, rien le fait de recommencer quelque chose ou de retrouver ce qu'on a laissé la veille ou le matin même, tout le soir, il y a une énergie énorme là-dedans, et donc quelque chose se passe. Donc après, ça, on est en train de comprendre peut-être aussi ensemble. Après, il y a aussi des syndicalistes qui sont régulièrement sur la place, dans les AG, dans les différentes commissions, donc on n'est pas complètement coupé de ce qui se passe. Donc je pense qu'il faut le dire parce que l'opposition frontale n'est pas si frontale que ça. Après, ça discute dans la CGT. C'est quoi Nuit debout? C'est quoi Fakir aussi, faut le dire. À quoi ça va nous amener? Et par ailleurs, le sujet a été y compris évoqué au congrès à Marseille hier ou aujourd'hui. Donc voilà, quelque chose se passe. Où est-ce que ça va? Après, pour la CGT, la priorité aujourd'hui, actuellement, c'est la mobilisation contre la loi El Khomri, le retrait de cette loi, et donc les prochaines étapes à construire et à gagner massivement, c'est le 28 avril, donc jeudi prochain, et le 1er mai. Et donc, par la suite, il y aura d'autres jours, et il y a un appel qui a été voté aujourd'hui à Marseille, qui, y compris, nomme les grèves par la suite, après le 1er mai, et la reconduction. Ce n'est pas tous les jours que la CGT au niveau national parle de la reconduction des grèves, donc il faut le dire. Donc ça montre à quel niveau c'est important de gagner cette bataille contre la loi El Khomri, et du coup aussi pour obtenir d'autres revendications, imposer autres revendications par la suite, entre autres la question de la réduction du temps de travail. Donc ça a été développé par Fabrice tout à l'heure, donc je ne vais pas... voilà. Après, où nous sommes aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui, il manque encore un peu plus de force, y compris dans les entreprises, chez les salariés, pour gagner
pour augmenter le rapport de force, on va dire ça comme ça, parce qu'aujourd'hui, on a des chiffres de grève qui sont très variables, en tout cas à Paris, selon le secteur. Il y a des jours où ça peut démarrer très bien, par exemple dans le service public, et la grève d'après, ça peut être en baisse assez important. Donc, c'est des éléments qui nous préoccupent. Donc, ça nous préoccupe autant que syndicalistes, mais ça doit préoccuper tous ceux qui sont opposés à la loi. Donc, comment on fait augmenter les chiffres de grève dans les entreprises? Parce que les grèves, y compris quand c'est un secteur, on m'a dit, qui n'est pas en premier lieu productif, ça touche quand même l'économie. Donc, du coup, la question de blocage, ça a été posée. Donc, c'est à travers des grèves, notamment, qu'on peut bloquer quelque chose. Donc, après, il y a des choses qui font débat, qui créent des mécontentements. Je le dis très nettement, la grève des cheminots le 26, ça ne nous arrange pas forcément. Donc, après, c'est les cheminots qui ont décidé. Donc, on fait avec, on essaie que ces grèves-là, y compris, rentrent dans quelque chose qui construit une convergence. Après, on a d'autres choses qui sont plus, on va dire, encourageants. Il y a un appel de la Fédération de chimie CGT qui appelle à bloquer le pétrole le 28. Et donc là, c'est pour, effectivement, là, c'est une action syndicale, une fédération qui appelle à ce blocage. Bon, après, il faut chercher, je ne sais pas à Paris où sont les pétroliers, mais ça peut inciter à faire les liens et proposer une aide dans le blocage, peut-être. Donc après, je dis bien proposer une aide parce qu'il y a quelque chose qu'il faut respecter. Nuit debout a peur d'être récupéré par, entre autres, des syndicats, mais les syndicats et les salariés, parfois, ont peur aussi d'être récupérés par des gens, entre guillemets, de nuit debout. Donc du coup, si on veut travailler ensemble, ça veut dire qu'il faut aussi pas se substituer l'un à l'autre, mais bien se parler pour construire et ne pas se marcher sur le pied, mais aller dans le même sens, marcher dans le même sens. Donc pour nous, c'est un peu ça dans l'heure actuelle. Et après, sur la proposition qui a été faite sur le 1er mai, bon, évidemment, on partage, on souhaite un 1er mai très massif, très réussite, et je pense que c'est une bonne base à se retrouver ensemble. Après, la deuxième partie de la proposition, être festif et un meeting à République, bon, je peux dire personnellement, j'aimerais bien que les manifs se terminent de façon plus sympathique que face aux violences policières. Donc évidemment, des propositions festives et de meeting, pourquoi pas. Donc je ne fais pas de cette proposition. Tout en, voilà, je le redis, je trouve que c'est plus sympa que de se terminer face au CAS, place de la Nation. Donc, après, je vais conclure. Je pense si on veut construire ensemble, il faut échanger sur ce qui nous est commun, le dire, ce qui est commun, mais il faut aussi se dire des choses où on ne partage pas forcément, où il faut débattre. Mais je pense qu'il y a des liens qui peuvent se faire entre la Nuit debout et le syndicaliste. Il y a des liens qui existent déjà. Et donc, il y a deux choses qui nous sont communes. C'est pour ça que je pense qu'on peut avancer ensemble. Et je conclus, j'ai vu le signe, je le comprends. C'est premièrement, on a envie de changer de cette société-là et on a envie aussi d'arracher le retrait de la loi El Khomri. Merci. Juan, et alors la commission grève générale est dans le coin? Non? Ah si, ils sont là. Alors bonjour, donc nous sommes la commission grève générale. On doit avouer qu'après tout ce qui a été dit depuis le début de cet AG, c'est un peu difficile de prendre la parole parce que en fait tout ce qu'on a fait a déjà été récapitulé. Donc je vais le redire encore une fois, on a été à Saint-Lazare, d'accord ? On a été à Saint-Lazare, on a été tracté, on a été rencontrer les cheminots, on a essayé de faire ça dans un maximum de gares. On veut reporter ça à un maximum de secteurs, on a fait ça avec Renault, on va essayer de faire ça avec PSA, on va essayer de faire ça avec tous les secteurs qui veulent bien nous accueillir.
C'est très important, nous ne sommes pas contre les syndicats. Nous voulons être avec les syndicats. Mais il faut que les syndicats nous aident. Encore une fois, regardez-nous. On n'y arrivera pas tout seul. Alors là, on est deux. Heureusement, on est un peu plus que ça. Mais on a besoin d'aide. Et tout à l'heure, j'entendais la camarade juste avant nous dire « Oui, le 26, ça ne nous arrange pas. » Très bien. Non, le 26, la grève des cheminots n'arrange pas la CGT. Très bien, mais qu'on nous explique pourquoi. Parce que jusqu'ici, ça fait 15 jours qu'on est là, et on nous a toujours pas expliqué pourquoi ça les arrangeait pas. On est prêt à tout entendre, on est pour la convergence des luttes, et on fera tout ce qu'il faut pour que ça marche. Mais on a besoin d'explications, on a besoin d'être aidés. Voilà, c'est extrêmement important. Donc j'invite tous les représentants syndicaux, etc., à venir nous parler, à qu'on communique tous ensemble. Ça serait déjà super parce que jusqu'à là, la communication, elle est un peu difficile. Je vais passer le micro à mon camarade parce que nous, on a décidé de ne pas être représentés par une seule tête. Voilà. Bonsoir. Pour rebondir et repréciser notamment sur le travail qu'on a fait depuis le début, on est allé beaucoup dans les gares, à Saint-Lazare, à Gare de l'Est, à Gare du Nord, à Austerlitz, et un des retours qu'on a eu le plus souvent, c'était que les cheminots avaient envie de partir en reconductible, en avaient marre des grèves carrées, et en fait avaient besoin d'un appel des syndicats, avaient besoin d'une protection des syndicats, et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi cet appel n'existait pas encore. Et par rapport à la suite de ce mouvement et à comment on va réussir à asseoir une ampleur politique ou pas, comment on va réussir à prendre le pouvoir pour obtenir le retrait de cette loi, nous on pense, c'est pour ça qu'on a fondé cette commission, que la grève générale c'est fondamental, c'est la seule chose qui nous permettra d'avoir ce pouvoir-là. Et pour moi la question fondamentale qu'il va falloir se poser à partir de maintenant, c'est comment on fait pour qu'au niveau de l'intersyndical, disons les têtes, peut-être les fédérations, tous ceux qui encore n'appellent pas à un mouvement de grève reconductible générale, tous ceux qui appellent à des grèves carrées, des grèves dispersées, rejoignent ceux des travailleurs et ceux des cheminots qui ont envie de partir en reconductible et leur donnent cette assise et ce soutien-là. Parce que sans ça, il n'y aura pas de mouvement de grève. Et donc, pour moi, l'objectif prioritaire, c'est ça. Comment on instaure ce dialogue avec, jusqu'ici, ceux qui bloquent au niveau syndical. Voilà. Non, c'est super. Alors, Frédéric Lordon a besoin d'une chaise. C'est moi. C'est Nuit debout, c'est pas du assis. Oui, mais je suis désolé, au sein du mouvement Nuit debout, je suis le représentant du sous-courant L'Université Assise. Donc, c'est ce que vous voulez, on ne se refait pas. C'est le seul groupe, je le précise, dont je revendique le porte-parole. Bon, puisque nous sommes là pour réfléchir et pour nous poser quelques questions fondamentales. Où allons-nous? Que voulons-nous? Que pouvons-nous? Autant saisir toutes les occasions, même quand elles sont fortuites ou qu'elles semblent anecdotiques. Parfois, des occasions anecdotiques ont un pouvoir de révélation sans pareil. C'est le cas de l'affaire Finkielkraut. Rien ne nous permet mieux d'expliciter qui nous sommes et ce que nous voulons que cette histoire de corne-cul. Elle nous permet également, à contrario, d'apercevoir peut-être à quoi nous devons l'accueil relativement favorable qu'a reçu la Nuit debout dans les médias jusqu'ici, et peut-être de ne pas nous faire trop d'illusions quant à sa longévité. Je ne parle ici absolument pas des journalistes de terrain qui sont sur la place, ils sont jeunes, ils sont précarisés. Pour bon nombre d'entre eux, ils ont toutes les raisons du monde de se reconnaître dans le mouvement. Je parle de la chefferie éditocratique qui confisque la parole autorisée. Et le constant effort de cette chefferie, c'est de pousser le mouvement, qui les déborde complètement, dans un sens qu'ils croient contrôlable. Et en l'occurrence, dans le sens de ce que j'appellerais le citoyennisme intransitif, c'est-à-dire le citoyennisme pour le citoyennisme, qui débat pour débattre, mais ne tranche rien, ne décide rien, et surtout ne clive rien, une sorte de rêve démocratique cotonneux et initiatif, précisément conçu pour que rien n'en sorte.
Et même pour qu'on oublie aussi vite que possible la raison première qui nous a rassemblés, renverser la loi El Khomri et son monde. Dans ce marais d'impuissance où les chefferies médiatiques voudraient nous embourber, le message central ressemble à ces forfaits que pratiquent les usines à touristes de la Costa del Sol, all inclusive. Nous voilà donc sommés d'être inclusifs, sans limite, d'accueillir tout le monde sans la moindre discrimination, puisque c'est bien connu, la démocratie ne souffre aucune discrimination. Oui, mais voilà, ce pays est ravagé par deux violences à grande échelle. La violence du capital et la violence identitaire raciste. Cette violence dont Finkielkraut est peut-être le propagateur le plus notoire. Mais au nom du démocratisme all-inclusive, les médias, qui seraient les premiers à nous faire procès de devenir rouge-brun, si le service Accueil et Sérénité ne faisait pas méthodiquement la chasse aux infiltrations. Ces mêmes médias nous demandent d'accueillir démocratiquement Finkielkraut. Eh bien non. Alors je vais le dire ici d'une manière qui pourra en froisser certains, je m'en excuse, mais je le dis quand même. Nous ne sommes pas ici pour faire de l'animation citoyenne all-inclusive comme le voudraient Laurent Geoffrin et Najat Vallaud-Belkacem. Nous sommes ici pour faire de la politique. Nous ne sommes pas amis avec tout le monde et nous n'apportons pas la paix. Nous n'avons aucun projet d'unanimité démocratique. Nous avons même celui de contrarier sérieusement une ou deux personnes. Alors oui, du moment où les chefs éditocrates s'apercevront que nous ne voulons pas aller dans l'impasse où ils nous dirigent, leur bienveillance apparente pourrait connaître quelques altérations. Ils nous diront sectaires, comme ils disent sectaires tous ceux qui refusent d'entrer dans leur secte. Car s'il y a bien une secte malfaisante en France depuis 30 ans, c'est la leur, la secte de l'oligarchie néolibérale intégrée. Alors il faut s'y préparer et ne pas redouter ce moment. Ce sera peut-être même un assez bon signe, le signe que nous commençons vraiment à les embêter. Car je pose la question, a-t-on jamais vu mouvement sérieux de contestation de l'ordre social célébré d'un bout à l'autre par les médias organiques de l'ordre social? Et pour terminer là-dessus, je voudrais dire à ceux qui peuvent être fascinés par le mirage de l'unanimité démocratique que d'après leur propre projet même, refaire le monde, c'est prendre le risque de déplaire à ceux qui ne veulent pas du tout que le monde soit refait et qui ont même de très puissants intérêts à ce qu'il demeure identique. Alors justement, à ce propos, je voudrais revenir pour les clarifier sur une ou deux choses qui méritent précision. Nous ne revendiquons rien. Il ne m'a pas échappé que cet énoncé était voué à être regardé de travers par les organisations syndicales, et c'est assez légitime. Leur grammaire d'action est par essence d'emblée revendicative. Or, je considère que l'action de concert avec le grand nombre des salariés, donc avec leurs organisations, est d'une telle importance pour la Nuit debout que je veux absolument défaire ce malentendu. On ne pouvait pas se méprendre davantage à propos de cette formule, dont je concède qu'elle avait tout pour qu'on se méprenne à son sujet. Qu'en la lisant comme une sorte d'appel au désinvestissement ou au renoncement à l'action revendicative, dans de très nombreuses situations de lutte locale et défensive, revendiquer n'est pas une option, c'est une nécessité, et parfois même vitale. Mais par cette formule, à visée manifeste de provocation, je voulais signaler les limites du registre purement revendicatif. Et ces limites n'apparaissent jamais si bien que lorsque les revendications tentent de se faire, globales. Or voici, et là encore je vais exagérer, mais pour tordre le bâton,
Nous pourrons défiler autant que nous voulons pour réclamer des hausses de SMIC, les 32 heures ou l'extension des droits sociaux. Ceci n'aura pas de sens tant que nous ne mettrons pas simultanément en question les structures du néolibéralisme qui ont précisément pour effet et peut-être même pour projet de frapper d'impossibilité toutes ces revendications. Coincés entre la financiarisation, le pouvoir actionnarial, le libre-échange sans frein, les délocalisations idem, l'euro austéritaire, les revendications globales du salariat n'ont aucune chance. Quand les libéraux disent Tina, there is no alternative, eh bien ils disent objectivement vrai, mais d'une vérité conditionnelle. Oui, il est objectivement vrai que lorsqu'on a installé le cadre de toutes ces structures néolibérales que je viens de nommer, il n'y a plus d'alternative. Et le cadre était fait précisément pour ça, pour toutes les annuler. Cependant, s'il n'y a plus d'alternative dans le cadre, il y a toujours l'alternative de refaire le cadre. Mais ça, c'est de la politique. Ça n'est plus exactement du revendicatif. On comprend très bien qu'on ne va pas porter les revendications de refaire le cadre auprès des gardiens du cadre. On les chasse, et puis on le refait politiquement. C'est-à-dire qu'on le refait pour recréer les conditions de possibilité de l'action revendicative. Alors ça n'était peut-être pas très clair, mais voilà ce que j'entendais il y a quelques jours en parlant de la Nuit debout comme un mouvement télescopique. À un bout, l'Assemblée générale et son énergie, toute la force d'initiative spontanée de la place, partir pour un comico où des camarades ont été arrêtés. Avant-hier, en commission, il y a quelqu'un qui s'appelle Benjamin, je ne sais pas qui c'est. Sur la place, il a dit ceci: il faut mettre des grains de sable partout. C'est très intéressant, ça. Qu'est-ce que c'est mettre des grains de sable? C'est débouler dans le débat d'Anne Hidalgo. C'est débouler dans la conférence qu'une association d'étudiants à l'ESCP a organisée pour faire venir Florian Philippot. Bref, c'est dans une multitude de lieux faire dérailler le cours normal des choses. Et donc les harceler, leur ôter toute tranquillité. Et puis à l'autre bout, il y a des idées forces à marteler, qui sont des objectifs politiques, échelonnés selon leur degré d'ambition et d'éloignement. Et la première, bien sûr, c'est l'idée de la jonction du militantisme de centre-ville, des classes ouvrières et de la jeunesse ségrégée des quartiers. Oui, quand cette force sera constituée, elle sera irrésistible. Et puis, il y a les idées du cadre à refaire. Interdire les banques d'activités spéculatives, neutraliser le pouvoir actionnarial, dégommer les traités assassins, les traités européens et le TAFTA. Voilà un objectif. Dans le spectre très large de ces actions, la Nuit debout est là pour lancer des choses nouvelles. Certaines idées sont lointaines, c'est vrai. La grève générale, la République sociale, c'est loin, c'est vrai. Mais pour qu'elles fassent leur chemin, le minimum, c'est de mettre en route ces idées et de les mettre en route tout de suite. Merci. Je vais demander à Manon de la coordination étudiante. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Manon, je suis l'une des 9 porte-paroles de la coordination nationale étudiante qui s'est déroulée à Toulouse ce week-end. Et donc oui, ce soir on parle stratégie du mouvement et c'est ce même mot stratégie qui a été le fil conducteur de la coordination nationale. Donc ça tombe très bien, on est bien au niveau coordination. Nous, Nuit debout, on pense que c'est un vrai moteur de ce mouvement. Tout d'abord, c'est un vivier de militants potentiels. D'ailleurs, Place de la République, c'est une place centrale avec beaucoup de passages et donc il peut attirer vraiment du monde.
Aussi, Nuit Debout, Nuit Debout fait vivre la lutte, notamment par l'organisation des AG tous les soirs et des commissions qui se créent encore. Aussi, c'est un lieu de débat extraordinaire. Il invite tout le monde à prendre la parole. C'est un lieu qui se veut purement démocratique. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le souligner. Tout le monde est invité à débattre à Nuit Debout. Aussi, la coordination nationale étudiante apporte son soutien à Nuit Debout, notamment par l'organisation des actions communes. On soutient les actions de Nuit Debout et on fait des actions avec Nuit Debout. Par exemple, hier matin, oui, nous sommes allés ensemble voir les travailleurs de Renault. Ensuite, quelque chose qui nous unit aussi, c'est qu'on est tous et toutes contre la répression. On a pu, grâce à Nuit Debout, apporter une réponse collective à la répression en partant en manif sauvage de République jusqu'au commissariat, avec des rassemblements jusqu'à plus de 800 personnes rue du Croissant pour Baptiste, qui était en garde à vue dans le commissariat. Aussi, ah oui, Nuit Debout, c'est moteur et c'est moteur aussi parce que ça se répand dans toute la France avec des Nuits Debout qui se créent encore dans toutes les villes et notamment de banlieue, Saint-Denis récemment et encore Aubervilliers. La CNE, donc la Coordination nationale étudiante, soutient Nuit Debout en appelant tous les étudiants de France à participer aux actions de Nuit Debout dans chaque ville, pas qu'à Paris mais aussi en province. Finalement, on appelle dans l'appel, on a aussi on appelle aussi les congressistes de la CGT à proposer, à dire à donner le 28 avril, comme date de début de grève générale. Alors je vous cite l'appel de la Coordination nationale d'étudiantes. Nous appelons les syndiqués de la CGT lors de leur congrès à organiser la convergence avec la mobilisation étudiante en cours par l'appel à la grève reconductible dès le 28 avril. Aussi, dans nos débats, on a fait appel à l'autocritique pour mieux avancer dans ce mouvement et le faire vivre encore plus. Donc, on a noté, premièrement, peu, au final, de diversité culturelle et aussi un certain entre-soi militant qui est quand même assez fort. Alors, pour répondre à ces deux critiques qu'on a pu faire, on a trois propositions à amener à la stratégie Nuit Debout. Première proposition, faire un appel dans lequel Nuit Debout appelle toutes les facs à tenir des stands et à faire des activités pour faire vivre la lutte. C'est important. Et aussi organiser des journées thématiques avec des sujets précis pour que ça attire les facs, notamment des banlieues qui elles, se retrouvent assez, assez isolées. Parce que, oui, la banlieue, c'est un lieu où il y a beaucoup d'habitants qui se retrouvent isolés car toutes les actions se retrouvent à Paris. Aussi, deuxième proposition, on propose aussi à Nuit Debout qu'elle contacte les associations toujours aussi de banlieue. Par exemple, je viens de Paris 8 à Saint-Denis, on a l'association des sans-papiers du 93 qui font partie qui viennent dans nos AG à Saint-Denis, qui sont mobilisés aussi et qui aimeraient aussi participer aux actions. Donc on peut aussi vous donner des contacts d'associations qui seraient vraiment ravies de faire vivre cette mobilisation, tant à Paris que dans les Nuits Debout de banlieue. Donc, voilà, c'était les propositions. Merci.
Bonjour à vous tous. Maxime de la coordination des intermittents et précaires. Non, jusque-là, il ne s'est encore rien passé. Juste quelques mots déjà, avant tout pour répondre à tous les oiseaux de mauvais augure qui ne comprennent pas le message de Nuit debout, à toutes les oies blanches qui viennent et qui disent « Je suis venu 1 heure en assemblée générale, je n'ai absolument rien compris, ce n'est pas clair ». Un petit mot pour leur dire qu'est-ce qui s'est passé depuis maintenant 20 jours. Il y a eu des blocages, des manifs sauvages. Il y a eu... Alors faut que je parle plus fort ou que je baisse? Je m'éloigne du micro. Il y a eu des actions contre le mal-logement, contre Philippot, des soutiens aux réfugiés, des blocages des industries de la malbouffe, le blocage de Gattaz, des manifs sauvages, une solidarité. Le message, il est toujours pas compréhensible? Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe, effectivement. Il y a une chose très claire qu'on demande, c'est le retrait de cette loi infâme, celle dite du travail, mais il y a aussi autre chose qui se passe. En ce moment, il y a une renégociation, c'est celle de l'assurance chômage. Cette renégociation, elle est tout aussi scélérate. Elle commence déjà sur une chose absolument scandaleuse. C'est la demande du gouvernement et du MEDEF de faire 800 millions d'économies sur le dos des plus précaires, sur le dos des chômeurs. Cette chose, elle est absolument scandaleuse. Comment, en période de crise généralisée, en fait c'est tout simplement une faillite du système, on peut demander aux plus précaires de payer encore les pots cassés, finalement d'une politique qu'on n'a absolument pas voulu. On veut bien une renégociation de l'assurance chômage, mais avec 0 € d'économie et sur nos revendications. Aujourd'hui, on demande aux annexes 8 et 10, celles des intermittents, de faire 185 millions d'euros d'économies. D'ici 2020, c'est 400 millions d'économies. En gros, on demande à 4% des indemnisés de faire la moitié des économies. Mais on nage absolument insupportable. 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. Quand est-ce qu'on va tous se lever pour dire stop à ce scandale? 10 chômeurs sur 10 doivent être indemnisés. Il n'y a plus de plein emploi. Le plein emploi n'existe pas. Il faut une assurance chômage qui soit absolument forte et imbattable. Enfin, le MEDEF demande aux intermittents de se rapprocher du régime général. Mais pourquoi? Tout simplement car c'est une lutte idéologique. Nous faisons partie de ces annexes spécifiques qui répondent à l'idée de discontinuité du travail. Donc forcément, quand il y a un système qui fonctionne pour répondre à cette pratique-là professionnelle, on aurait vraiment tort de vouloir que ça se répande au plus grand nombre. Cette lutte, elle est idéologique et il faut absolument qu'on la mène tous ensemble. Dernièrement, on a fait plusieurs actions, non seulement symboliques, politiques, mais seulement très fortes. Il y a quelqu'un qu'on surnomme Pierre le Fou, un certain Pierre Gattaz, qui faisait des dédicaces tranquillement chez lui au Vésinet pour son nouveau livre, qui est tout simplement une politique néolibérale absolument magnifique. Donc on s'est dit que c'était absolument pas possible qu'on le laisse signer comme ça tranquillement. Bon, pour tout vous dire, il y avait 6 personnes qui avaient très envie de se faire dédicacer, pas plus. Néanmoins, nous, on a empêché cette dédicace et alors j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Il nous avait promis 1 million d'emplois. Cette fois-ci, il nous a promis 2 millions d'emplois. C'est une bonne nouvelle. Oui, on se fout de nous d'une façon absolument incroyable. On a fait une autre action il n'y a pas très longtemps. Il y avait plus de 800 journalistes. C'était un moyen de répondre à cette question, comment leur faire peur? C'est déjà en promettant pas mal de choses. Nous avons interrompu la conférence de presse du Festival de Cannes. 800 journalistes. Pour leur dire, c'est le gouvernement, c'est le MEDEF qui a la responsabilité de la bonne tenue de ces festivals. Nous sommes là, nous sommes prêts à intervenir. Ce serait con que dès cette année, les festivals n'aient pas lieu. Et enfin, aujourd'hui, on a fait une action de convergence absolument incroyable. Cette action de convergence, c'était avec des étudiants, c'était avec les étudiants des écoles d'art mobilisés qui font un boulot absolument incroyable. Aujourd'hui, nous avons bloqué l'industrie de la malbouffe, nous avons bloqué un Subway, un McDo, un Quick. Ce blocage, il a commencé à 11h, il a terminé à 16h30.
c'est carrément tout le temps de ce rush qui n'a pas pu se faire. Ce sont des pertes colossales, avec le soutien des salariés en lutte. Je terminerai en disant deux choses très rapides. La première, il y a un rendez-vous qui est appelé au nom de la CGT Spectacle, la coordination des intermittents des précaires. La coordination des intermittents et précaires appelle évidemment à le suivre. C'est le 25, dernier jour des négociations. Le 25, il y a un appel devant le ministère du Travail à 17h. Évidemment, il faut être nombreux pour ce rendez-vous-là. Et je terminerai une chose en disant, nos luttes, il faut qu'elles vivent partout. Il faut qu'elles s'allument partout. Le seul moyen de leur faire peur, c'est que ces luttes, elles soient absolument partout. Ces luttes, c'est un bois. C'est un bois qui alimente un brasier, c'est celui de la place de la République. Si on veut que ce brasier dure encore longtemps, il faut que ces luttes existent encore longtemps et qu'elles soient absolument perméables les unes avec les autres. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir s'inscrire longtemps dans cette lutte-là. Allumer ces feux partout, faire vivre nos luttes partout et de façon perméable et se retrouver pour construire à Nuit debout. C'est ça leur faire peur. La convergence, ça ne se décrète pas, ça se fait. La grève reconductible, ça ne se décrète pas, ça se travaille. Et ce travail, il faut le commencer maintenant. Loïc, de la coordination des intermittents aussi, et puis de la CGT Spectacle. Voilà, vous avez vu sur les intermittents, les précaires, les chômeurs, eh bien, on est déjà chaud, on est déjà très mobilisés. Déjà parce qu'on a été attaqué il n'y a pas longtemps et qu'ensuite ils nous en remettent une couche maintenant. Donc on est bien décidé à faire péter le raccord entre le MEDEF et la CFDT. Et comme on voit comment ça fonctionne, on commence aussi à prendre le temps de réfléchir au fait qu'il va peut-être falloir faire péter avec ce paritarisme qui donne la priorité au MEDEF sur toutes les décisions sociales. Et comme on regarde tout ce qui se passe, et comme on est ensemble depuis 15 jours, depuis des semaines, mais bien au-delà bien sûr, eh bien on sait que tout ça, ça ne pètera pas si on ne fait pas péter aussi cette Noël Khomri. Alors on a d'autant plus de raisons de se mobiliser ensemble. Alors on se mobilise effectivement le 25 devant le ministère du Travail, mais on se mobilise aussi le 28 où on a décidé en Assemblée Générale il y a 2 jours, où on était 1 millier à Paris, sachant qu'il y a des assemblées générales partout en France en ce moment, que nous étions en grève le 28 et que nous demandions à nos syndicats de déposer le préavis de grève pour le lendemain et pour le surlendemain. Eh bien aujourd'hui c'est confirmé, oui il y a un appel à la grève dans le spectacle le 28, il y en a un le 29, il y en a un le 30 et on continue. Et le 1er mai, on se retrouve sur cette place de la République. Et comme le 31 mars a été le début de quelque chose, eh bien peut-être que le 1er mai est le début d'encore mieux, encore plus nombreux. On a coupé le micro. Bon, normalement, là, il y a une pause. Est-ce qu'on fait une pause musicale quand même ou... Ouais. Alors... Bon. Moi, la question... avec Fakir, on aime bien arriver à quelque chose de concret au bout. C'était le but de la première réunion qui s'est déroulée ici le 23 février. On aimerait bien aussi sortir d'ici avec un truc concret à proposer à la fois à l'Assemblée Générale de Nuit debout et peut-être à d'autres secteurs de la société. Donc, ouais, bon bah écoute, je ne sais pas si on a un pouvoir de dilapidation immédiat comme ça, mais pourquoi pas l'espérer. Mais en effet. Ensuite, donc je récapitule, moi j'ai entendu des rendez-vous à Fresnes le 24, au ministère du Travail le 25, dans le pétrole le 28, avec le DAL le 29. Maintenant, on reste là, si on prend ça, on reste dans la succès. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, il faut évidemment faire toutes les actions. Et tout ce qui a été dit sur Gattaz, sur tout ça, il faut continuer à être partout devant les commissariats et tout ça. Maintenant, ça ne nous offre pas un cap pour un grand rendez-vous où on se dirait « Ah, on a monté une marche de plus ». Moi, c'est mon sentiment dans ce que j'entends. J'entends un thème qui est revenu
plutôt chez les intellos, on va dire, c'est le TAFTA, qui est un thème vraisemblablement à intégrer, parce qu'on peut avoir une victoire sur la loi El Khomri, on pourrait avoir une victoire sur le TAFTA, et qui est là la modification du cadre, ou du moins le refus de l'aggravation de ce cadre dont parlait Frédéric Lordon. Donc je vois, moi j'ai identifié dans les propos, je fais une espèce de synthèse, j'ai identifié dans les propos qui ont été tenus un thème qu'on peut, qui peut être, voilà, fédérateur, le refus du libre-échange dans le monde ouvrier, dans le monde paysan, c'est quelque chose qui peut être, un thème qui peut être extrêmement fédérateur, j'ai l'impression, et ça je le retiens. Après il faut voir comment on le porte, comment on le met en œuvre, à travers quel support, auprès de qui, il y a tout ça qui est à porter. Et moi je repose ma question d'un 1er mai qui tente la jonction des syndicats et de Nuit debout. Voilà, après... Il y a une proposition de courrier. Je veux dire, on fera avec ceux qui veulent faire aussi. Hein. Donc il y a une proposition de courrier qu'il s'agit de transmettre aux organisations syndicales. Je vous le lis. Ensuite, vient le signer qui veut, et ça sera une première démarche. Ouais. Pour un 1er mai commun, mercredi 20 avril, Bourse du Travail de Paris. Nous souhaitons qu'à l'issue de la manifestation du dimanche 1er mai 2016, se déroule place de la République un meeting commun à la Nuit debout et aux organisations syndicales opposées à la loi El Khomri. Nous en appelons à la CGT, à la Solidaire, à Force ouvrière, pour que le parcours soit prolongé de nation à République et que nous partagions ensemble un moment d'unité, de combativité et de fraternité. Il s'agirait là d'un geste symbolique, voire historique. Seule cette jonction est en mesure, aujourd'hui, de faire peur à l'oligarchie et de faire reculer le pouvoir. Maintenant, il y a ce courrier, il est là. Ceux qui veulent, ils le signent. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, si on a mandat, on ira en discuter à l'AG. Oui. Bon. Ouais, voilà. Ouais. Et on doit se barrer. Et la dernière chose... Bon, je vais terminer sur une note humoristique parce que j'essaye quand même de faire de l'humour, même dans les situations désespérées. Pour ceux qui ont vu mon film, il y a des situations plus désespérées que celles de ce soir, et on maintient l'humour. Ce matin, je rencontrais Emmanuel Todd pour discuter de la Nuit debout. Et je lui demandais ce qu'il en pensait. Et il me disait, c'est sans doute une étape dans la maturation des esprits. Déjà, si ça pouvait conduire à un engagement simple chez les jeunes, plus jamais nous ne voterons PS. Je me porte beaucoup mieux, c'est une libération spirituelle, depuis que j'ai fait ce serment pour moi-même. Je rêverai de la mise à mort du PS, c'est peut-être ce que va nous apporter Hollande. Il y a là une ouverture pour se débarrasser du Parti Socialiste. Je propose éventuellement qu'on termine sur un serment. Qui veut se lever? Levez-vous pour ceux qui veulent bien. Levez la main droite. Allez-y, ceux qui... Ah, on a décidé de lever la main gauche, voire le poing gauche. Et ceux qui le veulent, répètent après moi, nous ne voterons plus PS. Je vous ai pas entendu. On reprend, je ne vous ai pas entendu. Nous ne voterons plus PS. Je reprends, nous ne voterons plus PS. Bon. Si jamais on sort de cette salle déjà avec ce mot d'ordre clair, ça serait déjà peut-être pas si mal. Je vous remercie.